C'était juste un samedi matin comme les autres. Le genre de matinée où le monde semble fonctionner par inertie. Le soleil entre par la fenêtre, le pain brûle dans le grille-pain, le fils se plaint de son cours de natation, la femme demande s'il a payé la facture d'électricité. Tout est anormal, tout est prévisible. Mais ce jour-là, il a remarqué quelque chose. Un détail cruel. Personne ne le regardait dans les yeux plus de 2 secondes. Pas même la femme avec qui il partageait son lit depuis 20 ans. Pas même le garçon qui portait son nom. Pas même lui-même, reflété sur l'écran sombre de son téléphone portable. Et c'est là, entre les bouchées silencieuses et les rires des autres, qu'il a compris le pire type de solitude. Celle qui se vit à l'intérieur de chez soi. Il sourit. Un sourire mécanique, entraîné, automatique. Un de ces sourires qui ne naissent pas de l'affection, mais de l'obligation de paraître bien. À l'intérieur, cependant, une partie de lui implosait en silence. Une partie qui ne se souvenait plus du son de sa propre voix, des mains chaudes de sa femme, de l'éclat dans les yeux de son fils quand il parlait de dinosaures. C'était comme s'il était en vie par protocole. Il passa le reste de la journée en pilote automatique, répondant à des emails, nettoyant le jardin, regardant un film qu'il n'avait pas vu. Le soir, quand tout le monde dormait, il descendit à la cuisine et resta là, debout, dans le noir. La lumière du réfrigérateur s'allumait et s'éteignait lentement, comme si l'univers respirait. Dans ce bref battement d'électricité, il vit quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Il était là, mais il n'était pas là. Il existait, mais personne ne le remarquait. Il respirait, mais personne ne le sentait. Les jours suivants, il se mit à errer dans les rues comme s'il cherchait quelque chose. Un geste, un regard, un signe qu'il faisait encore partie du monde. Personne ne le remarquait. Même lui ne se trouvait pas. Il a commencé à se poser des questions qu'il évitait depuis des années. Quand suis-je devenu invisible? Quand ai-je cessé d'être quelqu'un pour devenir un simple rôle joué avec efficacité? Et si tout ce que je ressens n'est qu'un écho dans un corps obéissant? C'est là que les questions les plus difficiles ont surgi. Et si je ne suis qu'une illusion dans mon propre cerveau? Et si tout ce que j'aime n'est que le reflet d'un besoin évolutif, de ne pas devenir fou tout seul? Et si même la douleur que je ressens n'est qu'un système qui tente de rester pertinent avant de s'éteindre? Dans cette spirale, il a trouvé des textes, des vidéos, des conversations perdues sur Internet qui parlaient de cela, de ce vertige que peu de gens osent avouer ressentir, du soupçon que tout n'est que simulation, qu'il n'y a pas de passé, que l'amour est un algorithme, que la conscience n'est que du bruit organisé. Et, au fond, tout cela résonnait comme une vérité. Il a commencé à penser qu'il était peut-être déjà mort et que seule sa routine continuait de fonctionner, comme un fantôme qui sait encore faire la vaisselle, mais qui a oublié ce que c'est que d'être touché. Une nuit, au comble de l'insomnie, il a écrit dans un cahier « Peut-être que je ne veux pas mourir, mais vivre ainsi, c'est comme mourir un peu chaque jour. » Cette nuit-là, il ne dormit pas, non pas à cause de l'insomnie, mais à cause d'une inquiétude particulière, celle qui naît lorsque le monde autour de soi semble fonctionner parfaitement, alors qu'à l'intérieur, tout est décalé. La lumière de la cuisine était encore allumée, comme si la pièce refusait d'accepter l'abandon total. Il resta là, immobile, les mains sur la table et les yeux fixés sur la tasse vide, la même qu'il utilisait depuis des années, avec une fissure presque imperceptible sur l'anse. Cette fissure le représentait. Quelques jours auparavant, il avait vu une vidéo par hasard sur TikTok. Elle s'intitulait « Iceberg de la crise existentielle ». Il avait ri au début. Il avait trouvé cela simpliste. Mais la vidéo l'avait marqué. Pas pour les mots, mais pour les sensations. C'était comme si quelqu'un avait dessiné en couches ce qu'il avait toujours ressenti, mais qu'il n'avait jamais su nommer. Des couches d'effondrement. Pas du monde, mais de lui-même. La première couche était facile à accepter. Tout le monde a sa propre vie complexe. Évident. Mais quand il a entendu le mot « Sonder », quelque chose a bougé en lui. Prendre conscience que chaque personne qui passe dans la rue porte en elle une histoire aussi dense que la sienne l'a laissé paralysé. Comme si la douleur n'était plus un privilège. Comme si son angoisse n'était qu'une goutte de plus dans l'océan des existences oubliées. Et que faire de cela? Que faire du fait d'être, dans l'histoire des autres, qu'un figurant dont on se souvient à peine? Il regarda la porte de la chambre. Il se souvint de sa femme endormie, dos à lui. Des dîners où la conversation portait plus sur les tâches à accomplir que sur les sentiments. Des câlins qui, même lorsqu'ils étaient redonnés, semblaient ne pas le toucher. Il se demanda, est-ce qu'elle ressent la même chose? Et si oui, pourquoi personne n'en parle? Il descendit encore d'un cran.
L'inquiétude pour l'avenir, l'agenda, le financement de la maison, le bulletin scolaire de son fils, l'entretien de la voiture, des tâches qui devraient être des signes de stabilité, mais qui étaient devenues des chaînes silencieuses. Il se demandait « Quand ai-je cessé de vivre pour simplement fonctionner ?» Puis vint la pensée la plus troublante et ridicule à première vue. Et si nous étions dans une simulation? Il se souvenait vaguement de Descartes, de ce démon trompeur, mais là, dans le silence de cette nuit, ce n'était pas de la philosophie, c'était de la paranoïa, c'était de la peur. C'était la prise de conscience que tout, le toucher de sa femme, les pleurs de son fils, le goût du café, pouvait être une illusion, une séquence de stimuli programmés. Qu'est-ce qui était réel? Et si tout était faux? Il continua à creuser. Il arriva à la question sans réponse. Pourquoi quelque chose existe-t-il? Cela pouvait sembler enfantin, mais là, à minuit, cela semblait être la seule question honnête. Si le néant était une possibilité, pourquoi y avait-il quelque chose? Pourquoi était-il là? Pourquoi la douleur était-elle si concrète? Si le sens était si abstrait? Et puis, la mort. Il savait qu'il allait mourir. Il l'avait toujours su. Mais cette nuit-là, il ressentit la mort différemment. Non pas comme une fin lointaine, mais comme une annonce qui pouvait arriver à tout moment. Il repensa au moment où il s'était senti en sécurité, au volant, lors d'opérations chirurgicales, pendant les fièvres de son fils, et se demanda combien de fois il était passé près de la mort sans le savoir. Que laisserait-il derrière lui? Un corps avec un nom, un historique professionnel et des factures payées. Il ferma les yeux et essaya d'imaginer le moment où tout prendrait fin. Mais c'était impossible. Son cerveau refusait. Sa conscience refusait. C'était comme si, à l'intérieur de lui, quelque chose criait « Je ne peux pas imaginer mon non-être ». Et cette impossibilité le terrifiait, car si même la mort ne pouvait être comprise, alors que dire de la vie? Il se leva de sa chaise, marcha jusqu'au miroir du couloir et se regarda dans les yeux. Il vit un homme épuisé, pas physiquement, épuisé d'exister sans savoir pourquoi. Et là, dans ce reflet, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sincérité. Il était face à lui-même, pas face à un père, pas face à un mari, pas face à un travailleur, mais face à un homme effrayé. En retournant dans la cuisine, il passa devant le sac à dos de son fils, abandonné par terre. Il s'arrêta, il s'agenouilla, il l'ouvrit, il en sortit un cahier. Des pages griffonnées de dessins, de calculs, de phrases éparses. L'une d'elles disait « L'univers est grand, mais ma chambre est plus grande quand je suis triste. » Il pleura. Il ne savait pas si c'était pour lui, pour son fils, pour la vie, pour l'absence de réponse. Mais il pleura. Et pour la première fois depuis des mois, ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient un signe de reconnaissance. La question qui le taraudait désormais était plus subtile, mais plus cruelle. Et si tout ce que nous ressentons pour quelqu'un, l'amour, l'attention, l'amitié, n'était qu'une simulation biologique, une forme raffinée d'autoconservation? C'était comme si la compassion était un reflet narcissique, un instinct enveloppé de tendresse. Quand il aidait un ami, était-ce vraiment par empathie ou simplement par peur d'être seul un jour? Il commença à se méfier de ses propres gestes, comme quelqu'un qui doute d'un miroir. Si tout n'était que programmation évolutive, dans quelle mesure était-il libre? C'est dans cet état d'hypervigilance existentielle que le doute évolua vers la méfiance envers le réel. Une pensée étrange commença à le hanter. Et si tout cela avait commencé jeudi dernier? Le concept semblait absurde, et il l'était, mais il avait un sens dangereux. L'hypothèse que l'univers tout entier, avec tous ses souvenirs, ses relations, ses histoires, soit apparu d'un seul coup, à partir de rien, il y a quelques jours, avec tout ce que cela comprend, les sentiments, les douleurs, les espoirs, tout implanté. Il était trop sceptique pour y croire, mais trop honnête pour ignorer cette possibilité. Après tout, comment prouver que le passé a réellement existé? Et si tous les souvenirs d'enfance étaient fabriqués? Si les larmes versées lors des funérailles de sa mère n'étaient que l'exécution réussie d'un code sentimental implanté au moment de la création? Ce doute l'amena à une autre question, la religion. Il se souvenait de son enfance, lorsqu'il demandait au pasteur pourquoi Dieu avait créé des fossiles aussi anciens si le monde n'avait que 6000 ans. La réponse était toujours la même, pour nous tester. Mais tester quoi, exactement? Notre foi, notre naïveté, ou notre disposition à ignorer l'évidence? L'hypothèse de l'omphalos, celle d'un Dieu qui crée le monde déjà vieux, semblait être une provocation cruelle, un monde faux, un test sans réponse.
Un piège cosmique où le plus grand péché était de poser les bonnes questions. Il a commencé à comprendre pourquoi tant de gens se réfugiaient dans l'ignorance. Le doute était corrosif. Il ne détruisait pas seulement les croyances, il détruisait le sol. Il s'est mis à marcher dans la ville comme si tout était une scène. Les lumières, les voitures, les gestes, tout pouvait faire partie d'un scénario préprogrammé. Et lui, un acteur sans script, improvisant devant un public invisible. Dans ces moments-là, il se sentait comme un cerveau enfermé dans un crâne, un commandant solitaire dans une cabine sombre, recevant des signaux sensoriels sans jamais toucher directement le monde. Les images qu'il voyait, les sons qu'il entendait n'étaient que des impulsions électriques interprétées. Le monde extérieur n'était qu'un récit construit dans l'obscurité. Et si un jour les signaux s'arrêtaient, si ses yeux se fermaient et ses nerfs se taisaient, il ne resterait que l'obscurité, la vraie, pas la métaphorique. Une solitude plus profonde que tout abandon humain. Une absence qui n'était pas de la douleur, mais de l'inexistence. Il y pensait en sortant les poubelles, par une nuit froide. La ville dormait. Le ciel était sans étoiles. Et il vit, dans une flaque d'eau, son propre reflet. Un homme qui semblait entier, mais qui portait des blessures que personne ne voyait. Un homme qui remettait tout en question, mais qui désirait désespérément que quelque chose, n'importe quoi, soit vrai. Un homme qui, même sans croire au miracle, espérait encore que quelqu'un un jour lui dirait « Moi aussi je ressens cela ». Et là, face à lui-même, il comprit. Le plus grand désespoir n'était pas le doute, c'était l'absence de compagnie dans ce doute. Ce n'était pas que l'univers soit muet, c'était de n'avoir personne avec qui partager le silence. Le lendemain matin, il essaya d'ignorer le goût amer que la nuit avait laissé. Il fit du café, il beurra son pain, il ouvrit les fenêtres, mais tout semblait en retard, comme si le temps avait perdu son rythme. Ce n'était pas seulement un retard dans les aiguilles de l'horloge, c'était un retard dans l'âme, comme si quelque chose en lui attendait un signe qui ne venait jamais. Le temps était devenu un ennemi silencieux. Quelques jours auparavant, il avait lu une théorie appelée « temps en bloc ». L'idée que le passé, le présent et le futur existent en même temps, comme différentes parties d'une seule et même structure. C'était comme si le temps ne s'écoulait pas, mais existait simplement. Cela le troublait. Si l'avenir existe déjà, s'il est déjà écrit, alors à quoi bon choisir? Et plus encore, si le passé existe toujours, alors ces erreurs continuent également d'exister quelque part, pas comme des souvenirs, mais comme des réalités qui n'ont jamais cessé d'être. Il ne pouvait plus voir ses souvenirs de la même manière. Ce n'étaient pas de doux souvenirs, mais des prisons. C'étaient des parties vivantes de lui-même, respirant dans une autre dimension, dans un présent qui battait encore. L'erreur avec sa femme, l'absence avec son fils, l'abandon de lui-même. Rien n'était passé, rien n'avait été pardonné. C'est alors qu'il a découvert le terme « superdéterminisme », une explication scientifique, presque clinique, à quelque chose qu'il soupçonnait déjà intuitivement, que tout, même le doute, était déjà programmé, que la liberté était un mirage, que l'univers, depuis le premier atome, suivait une route sans bifurcation. Et là, face à la prétendue vérité du déterminisme total, il n'a pas ressenti de soulagement. Il a eu la nausée, car si tout est défini, y compris son angoisse, alors il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de dépassement, il n'y a qu'un scénario écrit dans la pierre cosmique, où chaque larme est prévue, chaque silence calculé. Pire encore, il a lu une phrase simple, enfouie dans un article oublié sur Internet. La vie humaine est une anomalie universelle momentanée. Cela l'a frappé comme un coup de poing. Une anomalie, un bruit statistique, une fissure dans un univers qui, au fond, s'en fiche. Et il était là, se réveillant tôt, payant ses factures, essayant d'aimer, essayant de comprendre son fils, essayant de survivre émotionnellement, alors que son existence même n'était peut-être qu'un éclair dans un désert d'obscurité, une erreur, un hasard, une étincelle qui n'éclaire rien. Il a commencé à s'éloigner des gens, pas par colère, mais parce qu'il avait honte d'exister sans raison, comme si la douleur qu'il portait était contagieuse. Il ne voulait plus être vu. Mais en même temps, il voulait désespérément que quelqu'un le voie. Il entra dans une spirale. Il essaya de se distraire avec des vidéos, des lectures, jusqu'à ce qu'il tombe sur un concept qui le fit frissonner. Les cerveaux de Boltzmann. L'idée que, dans un univers infini, même les cerveaux avec de faux souvenirs et des perceptions illusoires apparaîtraient spontanément, pour disparaître quelques secondes plus tard. Et s'il était l'un d'entre eux,
Et si toute sa vie, sa femme, son fils, son enfance, sa douleur, son amour, n'était qu'un tour mental d'un cerveau flottant dans le vide, condamné à disparaître à tout moment? Cette pensée le paralysait. Il resta assis pendant des heures sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre le réfrigérateur, essayant de respirer. Il ne voulait pas mourir. Mais plus que cela, il ne voulait pas découvrir qu'il n'avait jamais vécu. À l'aube, il se leva et alla devant le miroir. Il regarda son visage pendant de longues minutes. Il essaya de trouver une preuve qu'il était là, qu'il était réel, que ça faisait mal parce que ça comptait. Et il murmura, « Si ce n'est qu'une simulation, s'il vous plaît, laissez-moi y croire encore un peu. » C'était tout ce qu'il demandait. Un peu de temps, un peu d'espace, un regard, quelque chose qui lui dise « Tu es là » et que ce n'est pas vain. Ce matin-là, il s'était réveillé avec une idée étrange en tête. Et si le problème n'était pas de mourir, mais d'être né avant l'immortalité? À première vue, cela semblait être une pensée enfantine, presque égoïste. Mais tandis que le café chauffait dans la tasse et que la vapeur s'élevait comme une âme en fuite, il se surprit à se plonger dans cette hypothèse. Si les progrès de la science permettent réellement à l'homme de vaincre la mort, alors lui et toute sa génération ont vécu le dernier chapitre de l'ère mortelle, comme ceux qui arrivent 5 minutes avant la Révolution et meurent sans savoir qu'elle allait arriver. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était la rage muette d'être né au mauvais moment. Un grain de sable entre deux infinis, l'avant de la conscience et l'après de l'oubli. Il pensa à ses petits-enfants, à la possibilité qu'ils grandissent dans un monde où le vieillissement serait guérissable, où la mort serait un choix et non une fatalité. Il pensa que peut-être, pour eux, le souvenir des mortels serait comme le souvenir des cavernes, un passé primitif et improbable. Mais alors, quelque chose en lui recula. Et si cette immortalité n'était pas une victoire, mais une malédiction? Si vivre éternellement signifiait voir tous ceux qu'il aimait partir, un par un, tandis que lui restait? Si vivre éternellement ne faisait que prolonger l'absence, étirant la solitude jusqu'à ce qu'elle se transforme en désespoir? Il regarda le ciel, ce même ciel qu'il avait vu tant d'après-midi dans son enfance, et sentit que, même si nous échappions à la mort biologique, nous n'échapperions jamais à l'entropie. L'univers tout entier se dirige vers le silence. Les étoiles meurent, les galaxies se dissolvent, la chaleur devient absence, le mouvement cesse. Peut-être valait-il mieux vivre peu, mais avec vérité, que d'exister éternellement comme une ombre. Ces pensées l'accompagnèrent jusqu'à une vidéo qui apparut par hasard ou par algorithme. Elle traitait d'une maladie rare, observée chez des patients ayant subi une opération appelée callosotomie. Cette intervention coupe la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Et ce qui se passe ensuite est effrayant. Une main qui agit seule, essayant de défaire ce que l'autre fait. Un corps divisé entre deux volontés qui ne communiquent plus. Il était fasciné et troublé. Si chaque hémisphère abrite une partie de la conscience, alors peut-être y a-t-il 2 moi en nous. Et si l'un d'eux est silencieux, s'il est prisonnier, observant, ressentant, désirant, mais sans moyen de s'exprimer, il s'est alors demandé, et si je ne suis que la partie visible de moi-même, et s'il y a un autre moi, silencieux, enfoui sous des couches d'habitude, de peur, de traumatisme, et s'il essaie de me parler, à travers mes mains qui tremblent, mes nausées sans raison, mon insomnie soudaine. Le pire n'était pas le doute, c'était de savoir que, même face à lui, personne ne le remarquait. Personne ne lui demandait « ça va ?» mais avec le ton juste, le regard juste, la pose qui trahit le sérieux. Il se sentait comme un étranger essayant de s'échapper de son propre corps, prisonnier, partagé, en guerre. Cette nuit-là, il rêva qu'une de ses mains l'étouffait. Il se réveilla haletant, seul. Sa main était là, inerte, mais à l'intérieur, quelque chose palpitait différemment. Une ombre de lui-même, peut-être. Une partie de lui qui voulait vivre, mais pas comme ça, pas silencieuse, pas ignorée, pas feinte. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, il a écrit une phrase sur un bout de papier qu'il a collé sur le miroir. S'il y a un autre moi à l'intérieur de moi, qu'il me pardonne d'avoir si peu crié. Ces derniers jours, il évitait le miroir, non par vanité ou par refus d'accepter son âge, mais pour quelque chose de plus profond, une peur inexplicable de ne pas se reconnaître. Tout a commencé par une lecture étrange, de celles qui apparaissent à la fin d'une vidéo ou en bas d'un article. L'immortalité quantique. Au début, il trouva cela ridicule. Encore une de ces fictions philosophiques pour distraire les esprits fatigués.
mais le concept le poursuivait comme une ombre persistante. L'idée était simple et dévastatrice. Si l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique est correcte, alors tous les chemins possibles se réalisent. Même ceux où vous ne mourrez pas. Autrement dit, chaque fois que la mort frappe à la porte, un accident, une maladie, une erreur, votre conscience glisse simplement vers la seule branche du multivers où vous survivez. Et cela se produit toujours, sans exception. De votre point de vue, la mort ne vient jamais. Au début, vous vous êtes dit « Super, c'est réconfortant ». Mais très vite, le vertige s'est installé. Et si c'était une malédiction? Parce que tous les autres vous, ceux qui sont morts, restent derrière, oubliés, remplacés. Mais celui-ci, celui qui lit ceci en ce moment, celui-ci ne meurt jamais. Et ce n'est pas l'immortalité du cinéma. Ce n'est pas la gloire éternelle. C'est la solitude cosmique. C'est voir tout le monde partir, toujours. C'est être le dernier écho d'une chanson oubliée. Il a passé des heures à envisager cette possibilité. Il ne voulait pas y croire. Mais une partie de lui vivait déjà ainsi, survivant à tout, mais ne vivant rien. Il se souvint de la nuit où il avait failli avoir un accident. Une seconde de différence. 1 centimètre de moins. Il aurait dû mourir. Mais il n'était pas mort. Tout le monde avait dit que c'était de la chance. Maintenant, il se demandait, était-ce vraiment de la chance? Ou était-ce juste une nouvelle échappée inévitable à une mort qui ne le rattraperait jamais? Si c'était vrai, alors il était prisonnier d'une éternité involontaire, un survivant perpétuel, un homme condamné à continuer même après tout. Il se rendit dans la chambre de son fils, déjà endormi. Il s'assit sur le bord du lit et murmura « Si un jour je semble absent, c'est parce que je suis perdu à l'intérieur de moi-même. » La lumière de la lampe de chevet vacilla. Et pendant un instant, il souhaita que tout cela ne soit qu'un mensonge, que la mort soit réelle, que la fin existe, car seuls ceux qui croient en la fin peuvent donner un sens au présent. Le lendemain matin, il écrivit un mot et le laissa sur la table. « Si je continue à vivre même quand tout aura disparu, je promets de porter le souvenir de vous tous jusqu'à la dernière branche de l'univers. Mais si je peux choisir, je veux partir avec vous. Ni héros, ni miracle. Juste humain. » Si cette histoire vous a touché, cette sensation silencieuse d'être au bord d'un abîme existentiel, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque texte est plus que des mots. C'est un miroir pour ceux qui se sont déjà sentis invisibles dans leur propre corps. Si vous souhaitez aider ce message à atteindre davantage de personnes qui vivent également dans ce silence, pensez à apporter votre soutien, quel qu'en soit le montant. Cela renforce ce travail et nous permet de continuer à créer des histoires qui ne détournent pas le regard de la douleur, mais l'accueillent.